avec la santé au travail, c'est pas grave. Avec Sandrine Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, la vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Les relations avec des interlocuteurs qu'on n'a pas choisis ne se passent pas toujours au mieux. Il peut y avoir des conflits. Et 85% des salariés estiment y être confrontés régulièrement. Évidemment, ça peut donner du stress, des arrêts maladie, une baisse d'efficacité au travail. Tout ça, pas anecdotique du tout. Effectivement, en France, on estime à 1h50 le temps de travail perdu chaque semaine par salarié à cause des conflits. Tout est calculé. Incroyable. Hein. C'est 1h50 pile la moyenne. C'est la moyenne. Oui, bah oui. C'est une enquête. Oui, c'est moyenne parce que nous, on doit être on est à 1 minute. Je ne suis même pas sûre qu'on soit à 1 minute. Je pense qu'on est à 1h50 sur 20 ans. Oui, Ouais, exactement. C'est exactement ça, Michel. Voilà. Et encore, c'était pas de ma faute, c'était de la sienne. Lamentable. Mais bon, j'ai pris sur moi. Quelles sont les raisons les plus fréquentes de ces conflits? Alors c'est comme dans la vie privée, ce sont souvent des broutilles qui dégénèrent. Les conflits portent rarement sur des divergences d'opinion sur la stratégie de l'entreprise. Ce sont le plus souvent des petites attitudes désagréables qui, par accumulation, vont dégénérer. Une enquête très sérieuse, vraiment, est sortie cette année sur ce qu'on appelle les incivilités au travail. Et cette enquête révèle qu'un salarié sur 2 se plaint d'incivilité au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont par exemple un collègue qui parle trop au téléphone, qui ne range pas, qui enlève ses chaussures, et de façon accumulée, voilà, on va au clash de façon accumulée. Alors ça, c'est les incivilités, mais sinon, c'est quoi les autres motifs de conflit? Alors effectivement, il y a beaucoup d'autres motifs. Je vais en citer 2 autres. Le premier, eh bien, c'est la surcharge de travail qui est de plus en plus courante, et ça provoque des conflits parce que chacun a l'impression de travailler plus que les autres, comme s'il y avait une injustice dans la répartition des tâches. Et puis le deuxième qu'on peut citer, eh bien, ce sont les difficultés de communication entre les générations sur le lieu de travail, avec notamment l'irruption de la fameuse génération Y. C'est les jeunes. Les jeunes, voilà. Alors la génération Y, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, qui ont un comportement très étudié par les sociologues du travail et, de manière générale, ils ont un rapport qu'on va qualifier de décomplexé et un peu différent de ce que nous on a connu par rapport à l'autorité. Et puis ils ont aussi pour habitude de travailler vite et de surfer sur le lieu de travail. Et tout ça, ça va générer de l'agacement des générations précédentes qui vont reprocher cette légèreté apparente. Je dis bien apparente. Ils peuvent être tout à fait aussi efficaces. Est-ce qu'il y a des milieux de travail plus exposés? Alors sans surprise, les milieux dans lesquels il y a plus de conflits, ce sont ceux pour lesquels il y a un contact avec un public extérieur. Et la propension au conflit est encore plus grande quand le contexte est délicat. Par exemple, à Pôle emploi, chez Pôle emploi, où les agents ont pour interlocuteurs toute la journée des personnes qui sont excédées de ne pas trouver du travail. Alors ça a bien sûr des effets, des conséquences sur la santé. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a tout un tas de conséquences, par exemple de la nervosité, de l'anxiété, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil. Et d'après un syndicat, on estime qu'un conflit sur 4, un conflit professionnel sur 4 va générer un arrêt maladie. Alors la solution, c'est quoi? C'est que l'employeur gère tout ça? Voilà, alors vous avez raison Marina, la toute première personne à solliciter, c'est le manager. On attend de son chef qui gère les conflits. Malheureusement, une enquête tout aussi sérieuse sur le climat social en entreprise sortie en septembre révèle que le manager ne régule pas autant les tensions dans l'équipe qu'on le souhaiterait, puisque seulement dans un cas sur 3, il intervient de façon efficace. Alors, autre recours, quand le conflit s'enlise, eh bien, c'est un recours possible à un médiateur extérieur, un médiateur privé dont c'est le métier, qui va rencontrer les protagonistes jusqu'à aboutir à une solution qui convient à toutes les parties. Le médiateur, ça peut être aussi, dans certains cas, le médecin du travail, ça peut être aussi une organisation syndicale. Alors je précise que les organisations syndicales interviennent plutôt en cas de conflit collectif et pas de conflit d'individu à individu. Et puis il existe des formations à la gestion de conflits. Dans laquelle on apprend justement à savoir réagir. Exactement. Dans ces formations, on apprend des attitudes qui permettent de débloquer des situations. Il y a des astuces sur ce qu'il faut dire et pas dire. Par exemple, à la SNCF, pour les contrôleurs, je précise qu'il y a 10 000 contrôleurs à la SNCF en France. Certains sont en grève en ce moment. Voilà. On le précise aussi. Par une grève, absolument. Eh bien, pour ces contrôleurs, il existe une formation d'une journée à la gestion des conflits. Et cette formation est beaucoup basée sur des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'on reprend des vraies scènes
conflictuelles rencontrées dans le quotidien des contrôleurs dans les trains. Alors, toutes ces formations, le plus souvent, sont animées par des organismes classiques, mais il y a d'autres intervenants qui se positionnent sur ce créneau de la gestion des conflits. Par exemple, l'armée de terre organise régulièrement des colloques sur la gestion des conflits en partenariat avec des entreprises privées. Il faut dire qu'il y a des similitudes entre la vie en entreprise et puis les opérations militaires. Parfois, c'est vrai. Et au pire, si on trouve aucune solution pour éviter la dépression, on fait quoi? On s'en va? Alors effectivement, c'est une option, c'est la dernière des options, mais c'est une option. Dans un cas sur 10, d'après cette même source syndicale, un conflit va se solder par un départ. Alors même dans ce cas de figure, il faut toujours procéder avec méthode et à ce sujet, je recommande un livre écrit par Rosa Rossignol qui s'appelle « Gérer efficacement un départ ». J'insiste sur le fait que même dans un départ, il faut soigner son image, et sa communication, partir bien parce qu'un jour ou l'autre, on peut être amené à recroiser des personnes qu'on a connues dans une vie antérieure. Hein, à la télé, je vois pas de quoi vous voulez parler, Michel, vraiment. C'est incroyable le nombre de gens qui partent et que vous retrouvez quelques années plus tard, en général, au-dessus. Oui, mais la télévision, c'est un monde de bisounours. Oui, mais il faut Tout va bien. toujours saluer les gens qui s'en vont. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.